Bonjour tout le monde. Bienvenue au Corim, à ce dîner causerie. Et à ceux qui nous écoutent à la maison, bienvenue avec nous. Nous sommes en diffusion, en direct, pour ce premier débat du Corim en personne. Nous sommes environ 250 ici, dans le plus grand respect des consignes sanitaires. Et nous discuterons des grands enjeux internationaux essentiels pour l'avenir de Montréal. Avec deux candidats qui caracolent en tête des sondages, Denis Coderre et Valérie Plante. Valérie Plante, mairesse actuelle de Montréal. Denis Coderre, ancien maire de Montréal également. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette belle invitation du Corim. Je serai votre animateur et je m'assurerai de respecter les temps de parole pour tout le monde. On a une formule simple. On va discuter des enjeux internationaux et de la place de Montréal sur la map monde. Et plus fort pour toi, Denis. Et vous aurez l'occasion de vous exprimer. Je vais vous poser les questions à tour de rôle. Question principale, complément. Question principale, complément. Vous aurez la chance de répondre ou de mettre votre grain de sel sur chacune des questions. Alors, dans un premier temps, et je vais commencer avec vous, Madame Plante, vous avez tous les deux dirigé Montréal et vous avez une grande expérience politique. Pourquoi est-ce si important et préoccupant pour vous les enjeux internationaux concernant Montréal? Si vous me permettez, M. Mars, c'est combien de temps pour la réponse? Je n'ai pas de temps, mais je m'assure que ce soit équitable pour chacun d'entre vous. OK. Je vais reculer un peu ma chaise parce que j'ai l'impression que je ne vous vois pas. Alors, voilà. Merci beaucoup pour la question. Tout d'abord, c'est émouvant pour moi d'être avec vous. C'est le premier événement où je me retrouve avec une grande communauté comme celle-ci où on mange, où est-ce qu'on peut échanger. Donc, ça fait du bien. Maintenant, la question des relations internationales, elle est très importante pour plein de raisons. Tout d'abord, il faut savoir que, puis vous le savez déjà, mais permettez-moi de le redire, le fait que Montréal, métropole du Québec, deuxième plus grande ville au pays, mais on est également une ville universitaire, une ville portuaire, on a un aéroport international qui est très, très achalandé. On est une ville de culture, la seule métropole francophone en Amérique du Nord. Donc, on a vraiment des atouts qui sont déjà en place. Et moi, quand je suis arrivée comme mairesse, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aligner le travail, les relations internationales en fonction des priorités et de la vision que j'ai pour la ville de Montréal. Et cette vision-là est vraiment axée sur qu'est-ce qui nous distingue. Je vous ai donné des éléments de base qui sont déjà existants puis qui sont forts. Mais pour moi, c'est la force de l'écosystème économique très large, c'est la question de la transition écologique, c'est la qualité de vie qu'on a à Montréal. Alors, dans les engagements que je mets de l'avant, pour moi, c'est important que ça vienne nourrir ce positionnement unique de la métropole. Et, si je peux me permettre, en terminant, c'est que je veux vraiment que ma présence dans des événements ou lorsque j'adhère à des réseaux, que je prends des responsabilités, ça se répercute, ça devienne des engagements concrets. Il y a vraiment ce besoin important pour moi d'être pragmatique. Passer du large, puis après ça, que ça se concrétise. Et bien sûr, je pense que j'aurai l'occasion de parler de l'environnement, mais vous le savez, oui, c'est une cause qui est importante. On aura une thématique sur l'environnement. Oui, on y reviendra, mais je pense que c'est un très, très bon exemple de passer de la voie d'accotement en termes de transition écologique et de faire de Montréal une ville qui se démarque au pays, en Amérique du Nord et à travers le monde au niveau de la transition écologique. Et en terminant, vraiment... Oui. Pourquoi tous ces éléments-là sont importants? C'est que les villes qui veulent être attractives, on est en compétition les unes avec les autres, les grandes villes. Alors, il faut pouvoir miser, parce qu'on veut tous la même affaire, de la main-d'œuvre qualifiée, des talents, des investisseurs, des sièges sociaux. Et ce qui fait qu'à Montréal, ça marche, et puis notre relance économique le démontre, c'est qu'on a réussi à réunir tous les bons éléments qui attirent, c'est-à-dire écosystème fort, je le répète, transition écologique, abordabilité et qualité de vie. Merci beaucoup, Mme Plante. Monsieur Coderre, c'est votre tour. On met la table pour ce débat. Pourquoi est-ce important à l'international pour Montréal et pour vous? Premièrement, merci de l'invitation. Je veux peut-être un petit peu reprendre Pierre qui disait qu'il faut que Montréal se réinvente. Il faut que Montréal se retrouve. C'est l'international, c'est le sens de la métropole. L'international, c'est de comprendre qu'on ne définit plus le monde en
en termes de pays ou de continent, mais en termes de villes. Et étant donné que dans les 20 prochaines années, près de 70 % de la population va se retrouver dans les villes, ce gouvernement de proximité devient l'alternative ou l'option réelle pour régler les problèmes majeurs, travailler sur les dossiers, évidemment, comme l'environnement et tout ça. Mais si on veut assumer cela, à cause de la grande compétition, j'avais mis à l'époque en place ce que j'appelle la diplomatie urbaine. On a contribué à la renaissance de Montréal et on s'est donné les outils nécessaires pour qu'on puisse réaliser pleinement ses ambitions. Donc, quand on parle de mission au niveau de la diplomatie urbaine, on parlait, et je remercie Henri-Paul Normandin, qui était notre directeur à l'époque que je suis allé chercher, qui était l'ancien ambassadeur du Canada et à l'ONU et à Haïti, c'est de se dire qu'on a un rôle non seulement utile, mais primordial à jouer, tant au niveau de ce que j'appelle l'attractivité, la promotion et le leadership. Cette notion de contrepoids est essentielle parce que, oui, Montréal est une métropole non seulement francophone, mais cosmopolite. Montréal est un point de chute, c'est l'Europe en Amérique. C'est l'ensemble de la stratégie du vivre ensemble. C'est les diasporas et tout ça. Et il faut qu'on se rende compte que tant sur le plan économique, social que politique, la différence entre un MOU et un contrat, c'est la volonté politique. Et de plus en plus, à cause qu'on n'a pas, permettez-moi l'anglicisme, de red tape comme du côté québécois ou canadien dans notre cas, la proximité des villes et des maires forme une masse critique qui peut permettre de faire changer les choses. J'en ai pour preuve que lorsque j'étais à la COP 21 avec ma bonne amie Anne Hidalgo, là c'est Madame le maire, ça va peut-être Madame le président, et on était à la COP 20 à Copenhague, il y avait une vingtaine de maires, à Paris il y en avait 1000. Et quand on parle et on négocie avec Mme Ségolène Royal, Mme la ministre qui s'occupait du dossier au nom, qui était un peu le secrétaire général de l'événement, avec M. Hollande et les autres, bien, on leur a dit, trouvez des solutions, parce que si vous ne le faites pas, c'est les maires qui vont le faire. Donc, quand on regarde la réalité des villes, la réalité urbaine actuellement, on se rend compte que si on veut que les choses se fassent, bien, comme Ban Ki-moon, notre ami, nous disait, bien, demandez à un maire. Et c'est pour ça qu'on a un rôle essentiel. Si on ne comprend pas ça, si on ne joue pas un rôle primordial en ce sens, non seulement on va manquer des opportunités, mais notre rôle, c'est pas juste d'attirer, mais c'est de s'assurer qu'on peut se retenir, sinon la compétition dans une stratégie d'accueil va nous faire perdre beaucoup. Merci beaucoup. On va avoir d'autres questions. Il y aura d'autres moments. Notre premier bloc de ce midi va porter sur l'attractivité de Montréal. Alors, je vais commencer par vous, Mme Plante. M. Coderre, vous aurez l'occasion de compléter. Nous avons présentement 2000 filiales étrangères établies dans le Grand Montréal. Elles représentent 10 % des emplois, 20 % du PIB de Montréal. Sachant tout cela, quelles sont les initiatives à privilégier pour optimiser l'attraction des investissements étrangers, sans toutefois dédoubler ce qui est déjà offert? Oui. Dédoubler ce qui est déjà offert par le fédéral et le provincial, devrais-je dire. Oui, merci beaucoup pour la question. En effet, il y a, tantôt en ouverture, je le disais, qu'il y a un écosystème qui est présent. Et pourquoi je le mentionne, c'est que quand on parle de relations internationales, quand on parle d'aller chercher des investisseurs, d'aller chercher des sièges sociaux, il y a vraiment tout ce travail-là qui se met en place et qui est absolument, absolument crucial. Il y a à peu près 2 semaines, j'ai eu le plaisir de faire partie d'un groupe avec le premier ministre du Québec, M. François Legault, et la CDPQ Infra, il y avait Mme Hubert également, et Montréal International, parce qu'on a fait on dit en bon français un pitch, n'est-ce pas, pour aller chercher le siège social de l'ISSB, qui fait vraiment, c'est une organisation internationale pour la finance durable. Et dans ce pitch-là, ce qui est intéressant, ce qui a été dit par tout le monde, tous les acteurs qui ont pris la parole, c'est la force de l'écosystème montréalais. Parce que quand à Montréal, il y a une compagnie qui arrive ou un investisseur ou un siège social, tout le monde se mobilise puis ça marche. On fait arriver les affaires. Et ça, moi, je tiens vraiment à le dire que ce travail-là
est fondamentale et c'est comme ça qu'on continue à distinguer. Encore une fois, pour le secteur de la finance durable, parce que c'est un secteur d'avenir, on est présentement en compétition avec, par exemple, l'Europe, dont la ville de Francfort, pour avoir cette organisation. Les choses qui ont énormément plu au jury, bon, bien sûr, le fait que la relance économique à Montréal soit la plus forte au pays et la deuxième plus forte en Amérique du Nord, le fait que nous avons fait preuve de beaucoup de résilience. D'ailleurs, la stratégie d'investissement de Montréal International porte fruit. Hein, c'est la deuxième plus importante au monde. Alors, c'est pour aller chercher des investissements directs. Donc, pour moi, cet écosystème-là est fondamental. Et pour la ville, je vais le répéter encore parce que je trouve qu'on peut parfois sous-estimer la force d'une ville lorsqu'elle prend des dossiers à bout de bras et qu'elle en fait une priorité. Je l'ai dit tantôt, mais permettez-moi de le rappeler. Les compagnies en ce moment, ou plutôt les villes, les régions métropolitaines, les pays, les provinces, sont tous en compétition pour la même chose, c'est du talent et de la main-d'œuvre. C'est ça, en fait, probablement le plus grand obstacle pour freiner la relance économique, c'est cet élément-là. Alors, une ville comme Montréal doit, pour attirer plus d'investissements, doit pouvoir attirer des talents et des étudiants. Et qu'est-ce qu'eux recherchent? Parce qu'on est définitivement dans une ère où maintenant la transition écologique n'est plus seulement un nice to have, c'est un must have. C'est quelque chose sur lequel il faut montrer du sérieux, et à ce niveau-là, encore une fois, dans l'écosystème, c'est pris au sérieux, tant au niveau, par exemple, des plateaux de tournage que de recevoir le siège social de la finance durable. Les compagnies ont embarqué. Alors moi, ce que je souhaite, c'est vraiment d'amplifier les plus de Montréal, puis comment on se distingue et qu'est-ce qui va faire la différence entre venir à Montréal plutôt qu'une autre ville. Alors, il faut garder le caractère distinctif de Montréal. Excellent, merci beaucoup. Monsieur Coder, comment faire pour optimiser l'attraction des investissements étrangers sans toutefois dédoubler ce qu'on a déjà? Il faut commencer par s'en occuper. Donc, ça veut dire qu'il faut être présent. C'est pas qui tu es, c'est qui tu connais. J'étais très fier d'avoir contribué dans un premier mandat à une réorganisation où on se dit le maire de Montréal, la ville de Montréal, c'est un peu comme le diplomate en chef, mais qu'il s'associe avec tous et toutes qui ont un rôle à jouer. On l'a fait à Shanghai quand on a amené la ligne aérienne Shanghai-Montréal. On avait M. Rainville, évidemment, de l'aéroport, Montréal International qui faisait un travail colossal, Tourisme Montréal, avec aussi la Chambre du commerce de Montréal métropolitain. D'ailleurs, je les salue, je sais qu'ils sont représentés ici. Donc, il faut qu'on s'en occupe. C'est pas qui tu es, c'est qui tu connais. Et c'est pas juste un pitch, c'est d'entretenir une relation. Et cette complémentarité fait en sorte que ça donne des résultats. Oui, on souhaite que le International Sustainable Standards Bureau de Londres vienne à Montréal. Mais là, par exemple, on est en compétition aussi avec Toronto. Donc, ça te prend du Think Global, Act Local. Ce levier, cette capacité de contrepoids demande qu'on regarde tous les angles en même temps. Donc, qu'on s'associe, on travaille, puis je sais qu'il y a un travail qui se fait de tous là-dedans, mais qu'on travaille tant du côté des autres niveaux de gouvernement et qu'en même temps, on va chercher une certaine intelligence, certains renseignements des autres acteurs dans les autres continents. C'est pour ça que le réseau des maires est essentiel. C'est pour ça qu'à tous les niveaux, que ce soit social, développement durable ou économique, pour attirer, on a aussi, puis je vois notre ami, mon recteur de l'Université de Montréal, on a besoin de reprendre ce qu'on avait mis en place, le Bureau de l'enseignement supérieur. Il faut qu'on ne parle pas seulement de ce que nous sommes, mais qu'on puisse avoir à nos côtés les outils, les guichets qui vont nous permettre justement d'avoir une concertation puis une cohérence dans le propos. Et en travaillant de cette façon-là, c'est pas juste l'affaire d'une personne, c'est l'affaire d'une équipe. Mais la complémentarité des réseaux vient illustrer ce qu'on veut vraiment démontrer comme valeur. Alors, que ce soit Montréal International qui a fait un travail colossal avec Stéphane, avec Hubert et je pense aussi à Jacques Ménard, où on s'est implanté, on s'est impliqué, puis on s'est donné des outils dans certains secteurs. On a besoin, par exemple, de la cybersécurité. C'est l'avenir. Hein? Tout le monde est en télétravail. Il va falloir protéger les données.
on a l'intelligence artificielle et on est capable de travailler de concert avec l'ensemble des partenaires pour faire une différence. Mais pour faire une différence, le maire doit être le chef de file en termes de mission. Même chose sur le plan culturel, même chose, peu importe le niveau, et travailler de façon institutionnelle. Mon ami Pierre Mac avait les entretiens de Jacques Cartier à l'époque, donc on travaillait en même temps avec Gérard Collomb, qui par la suite est devenu ministre de l'Intérieur en France. C'est plus que du name-dropping, là, c'est de se dire, travaillons la complémentarité de l'ensemble des réseaux pour nous assurer qu'au bout de la consolidation de cette stratégie, ça devient très concret également. Merci beaucoup. Et on va enchaîner pour la prochaine question. On va commencer avec vous, M. Coderre. Statistique Canada avait des données très intéressantes sur l'apport des immigrants à l'économie, non seulement celle de Montréal, mais du Canada tout entier. Les immigrants sont à l'origine du quart des emplois nets créés au privé entre 2013 et 2018. Le quart. Et 17 % de toutes les entreprises créées. Quand on regarde ça, quel est le rôle d'un maire, d'une administration municipale pour encourager et favoriser cette relève et l'émergence de ces entrepreneurs immigrants? Il est essentiel. J'ai dit tantôt qu'on définit le monde en termes de ville. On a mis sur pied, on a eu, et merci au gouvernement du Québec, on a réalisé le statut de métropole. On a créé le bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal, le BINAM. On a une stratégie, on doit avoir une stratégie des étudiants étrangers et de s'assurer, un peu comme nos amis français, où les parents sont en France et les enfants sont à Montréal. Donc, d'avoir une stratégie de rétention pour que ces gens-là puissent en même temps s'assurer qu'ils veulent demeurer à Montréal. Donc, avec l'entente Québec-Canada au niveau de l'immigration, on est capable de jouer un rôle. Je sais qu'on avait signé une entente qui a été renouvelée au niveau de l'immigration à Montréal, mais on doit travailler aussi sur la question de la francisation notamment pour assurer qu'on puisse donner tout son sens à la métropole francophone. Mais cette métropole culturelle également et cosmopolite va nous permettre aussi d'avoir une stratégie avec le Bureau de l'enseignement supérieur de trouver des façons de ce que j'appellerais créer une cité universitaire. Et cette cité universitaire pourrait aussi, de concert avec le secteur privé, travailler comme au niveau de l'ETS ou plusieurs universités, les autres institutions d'enseignement supérieur, pour qu'on puisse développer, pas juste sur le plan local, mais sur le plan des nouveaux arrivants, une stratégie intégrée qui va nous permettre de se réaliser pleinement concrètement sur les marchés et les besoins du marché en termes de main-d'œuvre. Merci beaucoup. Madame Plante, comment faire pour encourager et favoriser cette grappe d'immigrants entrepreneurs? Alors, vous le savez, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'amener du concret. Et je pense que quand il est question des nouveaux arrivants et des immigrants, il faut avoir des réponses concrètes. Parce que le parcours du combattant, une personne qui choisit d'émigrer au pays, qui s'installe à Montréal, a besoin de tout le soutien nécessaire pour pouvoir créer une entreprise, se trouver une job, apprendre la langue, parce que moi, je considère que la langue française, c'est vraiment un liant, hein, c'est ce qui doit nous unir, mais il faut donner la capacité aux nouveaux arrivants de pouvoir acquérir cette langue-là, et donc, il faut de la flexibilité. Et ça m'amène aux aspects très, très concrets. Donc, depuis qu'on est arrivé en poste, on travaille avec le gouvernement du Québec. On a des ententes qui sont faites à la hauteur de 12 millions de dollars pour faire des programmes d'intégration. Et là encore, moi, je vais vous parler des partenaires parce que je considère que tout ce qui touche les immigrants doit se faire également en équipe. Il y a des programmes qui ont été développés, par exemple, quand je dis de soutenir la francisation, mais de façon flexible, c'est par exemple dans le milieu du travail. À ce sujet, il y a l'initiative, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui fait un très beau travail. La Ville de Montréal les soutient financièrement, mais c'est leur initiative. Et à la Ville de Montréal, on s'est rassemblés avec le milieu des affaires pour créer tout un programme et une campagne pour Montréal inclusive. J'ai eu le plaisir de travailler avec différentes personnes, dont le coprésident était M. Chahir Guindi, qui était lui-même un immigrant. Donc, il y avait cette capacité-là de vraiment incarner qu'est-ce que ça veut dire de vouloir investir et travailler à Montréal. Donc, j'ai envie de vous dire que ça se passe au niveau du gouvernement du Québec parce qu'il faut travailler avec nos partenaires quand il est question de l'immigration. Ça passe également au niveau de la Ville de Montréal de faire des ententes très pratico-pratiques pour soutenir vraiment le développement puis l'émancipation, la pleine participation vraiment des nouveaux arrivants qui ont beaucoup à donner
Et dernière chose, je pense que quand les immigrants savent qu'on a mis en place, on a décidé de reconnaître le caractère systémique du racisme et des discriminations, je l'entends beaucoup comme quoi il y a un soupir, une satisfaction de se dire, bon, OK, on va être capable de trouver des solutions, on nomme les choses et on avance parce qu'on est une grande communauté, une grande société inclusive, mais il faut se donner les moyens de réussir. Merci. Ça nous amène au prochain thème. Montréal, Madame Plante, la question sera pour vous. Montréal est une plaque tournante pour l'éducation supérieure. Nos universités sont parmi l'élite nord-américaine et on est capable d'attirer une main-d'œuvre qualifiée qui enrichit Montréal. Mais quel est le rôle de l'administration municipale pour rester en haut du palmarès des meilleures universités? Et est-ce qu'il y a des inspirations dans d'autres villes, Boston, New York, Chicago, qu'on peut mettre à contribution ici? Écoutez, tantôt, je parlais des partenaires et bien sûr, on est une ville universitaire, on a tellement d'établissements d'enseignement postsecondaire de qualité et ils sont vraiment des vecteurs. C'est eux qui nous aident à attirer des étudiants. Donc, c'est vraiment important qu'ils continuent de se démarquer dans le palmarès en tant qu'établissement. Mais aussi, ils nous aident, à faire des ententes avec d'autres villes. Je pense, entre autres, avec plusieurs, que ce soit avec Bordeaux ou avec Lyon, on a plusieurs ententes. Il y a les entretiens Jacques-Cartier aussi, qui est un très bon exemple de partage de connaissances et d'expertise de ville à l'autre au niveau des institutions universitaires. Mais je pense aussi qu'il faut pouvoir entendre les besoins, parce que ça marche des deux côtés, là. On veut que les universités attirent des étudiants et des talents, mais il faut que nous, la Ville, on soit capable de répondre aux besoins des universités. Et ce qu'ils nous disent, entre autres, c'est qu'on veut plus de collaboration avec la Ville parce qu'il y a un terrain de jeu incroyable pour pouvoir innover dans certains secteurs, dans certains projets. Mais ils nous disent également ce que les étudiants souhaitent. C'est une ville qu'ils peuvent habiter. C'est une ville qui peuvent se déplacer facilement. Alors, il faut qu'il y ait un échange constant avec les institutions postsecondaires pour attirer ces talents, qui éventuellement contribuent non seulement à l'économie pendant qu'ils sont ici, mais on veut qu'ils restent après, on veut qu'ils fondent une famille, on veut qu'ils aillent travailler dans les entreprises. Alors, c'est tout à fait souhaitable. Cette collaboration-là, elle est primordiale. Merci beaucoup. Monsieur Coder, comment faire pour rester en haut de la liste des meilleures universités et quelles sont les inspirations? Être en haut de la liste, c'est de s'assurer qu'on connaisse Montréal. Quand je dis retrouver Montréal tantôt, on a un bureau de l'enseignement supérieur. C'est un guichet unique où on se dit, on va tous travailler ensemble pour attirer. Mais il y a aussi le jumelage entre les villes. Il y a aussi le fait d'exister. Il y a 68 organisations internationales qui est plus à Montréal, qui fait qu'on est la deuxième ou la troisième maintenant. On est toujours en compétition avec New York et Washington. Et cet impact-là, puis vu qu'on est une terre de diaspora, attire. Puis il faut retrouver le fun à Montréal. Les gens viennent pour l'expérience montréalaise. Donc, ça, c'est une mesure d'attractivité. Ça peut se faire sur le plan culturel et tout ça. L'écosystème dans lequel nous sommes nous permet d'avoir cette carte de visite et cette plus-value. Fait que c'est pas juste une question d'attractivité, c'est une question de consolidation également. Moi, ce qui m'inquiète présentement, je vais vous le dire, c'est que si la Ville ne joue pas ce rôle de contrepoids-là, parce que bien souvent, c'est gros, le fédéral puis Québec, bien, on peut perdre il y a un mouvement présentement, par exemple, nommément au niveau du gouvernement chinois qui veut rapatrier des organisations internationales des Nations unies. Montréal est une des 8 villes onusiennes. Donc, on a vu ce qui se passe du côté de l'OACI. L'IATA, donc, pour les transporteurs, s'en va à Genève. Si on ne s'en mêle pas, on va perdre l'Agence mondiale antidopage qui va retourner parce que les Suisses n'ont jamais accepté qu'on ait gagné. And so on. Alors, on a besoin d'avoir une stratégie, je dirais, un genre un one-two punch pour s'assurer qu'on consolide ce qu'on a, qu'on démonte notre cachet qui va avec. Et la connaissance des villes entre elles, tantôt je parlais d'aéroport, mais je peux parler de Martin-Imbault, quand il y a une entente avec le port d'Anvers et puis le port de Montréal, ça veut dire qu'il y a des connaissances communes et que les gens, à ce moment-là, vont avoir le réflexe Montréal. Donc, il faut développer ce réflexe Montréal qui va faire en sorte que les gens ont le goût de venir. Mais en travaillant en concertation avec tous les acteurs, c'est cette façon-là, par notamment le Bureau de l'enseignement supérieur, d'avoir un seul guichet unique plutôt que d'avoir 5 universités différentes qui font leur mission distincte pour dire « venez-vous-en chez nous ».
On va dire, venez-vous à Montréal, puis eux autres, après, ils vous démontreront que Montréal, c'est la meilleure place, avec finalement des mesures de rétention que je vous ai parlé tantôt au niveau de l'immigration, des résidents permanents et des étudiants étrangers. Merci. La prochaine est pour vous. On va parler un peu d'environnement. Montréal est membre du C40 et on sait tous qu'après la pandémie, si on peut en sortir, de nombreuses nations, villes voudront une reprise une reprise économique que l'on dit verte, résiliente, inclusive. Quel est le rôle de Montréal dans le regroupement C40 et quel sera le leadership et les projets que vous allez amener pour qu'on trouve notre juste influence là-bas? Je suis très fier de la question parce que c'est sous notre administration qu'on est devenu membre de C40. Donc, il y a eu un repositionnement tant au niveau du développement durable qu'au niveau du rôle des villes, notamment avec Mike Bloomberg lorsqu'on a créé Compact of Mayor, le C40 sous Anne Hidalgo. Par la suite, il y a eu notre ami Garcetti, de nouveau de Los Angeles, le maire de Los Angeles. Tous les maires jouent ce rôle-là. La pandémie ne doit pas être une excuse de ne pas s'occuper d'environnement. C'est essentiel. Et je pense que ce n'est pas une question qui est partisane. Toute administration confondue a emboîté le pas depuis la COP 21. Il y a eu un travail également de Mme Plante. Et je pense qu'il faut additionner sur l'ensemble des gestes qui ont été posés. Donc, ça vient démontrer l'importance institutionnelle de la stratégie. Donc, avec C40, les villes, j'ai parlé tantôt d'un concept que les Anglais appellent localization, think global, act local. On a tous les mêmes enjeux, mais on a une applicabilité qui est distincte par rapport si tu es nord-américain, européen, asiatique ou africain. Donc, en ce sens-là, le fait de jouer ce rôle avec les maires, le fait qu'on a aussi ce contrepoids par rapport aux autres niveaux de gouvernement, on devient le chien de garde pour assurer qu'on est capable de respecter les paramètres qu'on s'est donnés pour réaliser pleinement, notamment la COP 21. Merci. Madame Plante, quel rôle, quel projet pour C40? Oui, tout à fait. Pour peut-être que les gens qui ne le savent pas, pour le C40, comment ça fonctionne, c'est en fait, on devient membre, mais ensuite, c'est au résultat qu'on nous juge dans un certain palmarès à l'intérieur du C40. Je suis fière parce que la transition écologique, ça a toujours été un facteur de motivation pour moi. Puis comme je le disais, c'est dans l'air du temps et c'est ça que les générations futures nous demandent. Puis on doit agir maintenant, mais pour plus tard aussi. Le C40, c'est un réseau qui est important, qui est très fort, mais encore une fois, il faut gagner sa place. Il faut vraiment faire des gestes concrets, prendre des engagements. Le fait qu'on ait décidé d'éliminer le plastique à usage unique, d'enlever le mazout dans les habitations et dans les grands bâtiments, d'avoir décidé, d'avoir dit haut et fort lorsque je suis allée à l'ONU à 2 reprises pour représenter les villes. C'est Montréal qui a représenté toutes les villes du monde à l'ONU, à côté de M. Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui est à la tête du C40, Greta Thunberg. Puis pourquoi je les nomme? C'est parce que, puis la chancelière, Mme Merkel, entre autres, M. Macron, mais c'est de dire, c'est Montréal qui était là, et cette place-là, on l'a gagnée. Puis encore une fois, je pourrais vous dire, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais vous le savez, moi, je suis une fille d'équipe. Mais cette place-là, j'en suis fière parce que j'ai représenté les villes, les maires du monde entier qui font un travail remarquable sur la question de l'environnement. Alors, cet objectif que j'ai donné de réduire de 55 % les gaz à effet de serre d'ici 2030 et la carboneutralité d'ici 2050, ça demande des gestes forts, ça demande du courage. Puis c'est pas toujours facile, on va pas se le cacher, là. Mais moi, je crois fondamentalement, et ça fait partie de mon engagement politique, que non seulement on le doit aux générations futures, mais c'est comme ça que Montréal se démarque à l'étranger, parce que maintenant, on est une des villes modèles en Amérique du Nord en termes d'action pour la résilience écologique. Donc, j'en suis très fière et dans le prochain mandat, on va continuer dans ce sens-là. On a déposé un plan climat qui est rigoureux, qui a été fait par des experts et qui dit, c'est le roadmap, la feuille de route pour se rendre à la carboneutralité. Merci. Merci, Mme Plante. Je suis le gardien de mon meter ici. Et on n'est pas pire à date. Il y a un peu d'espace pour M. Coderre, mais globalement, ça va bien. La prochaine est pour vous. Montréal, c'est la seule ville nord-américaine d'expression française. Et on sait que l'avenir du français suscite de nombreuses inquiétudes à Montréal.
Quels seront vos engagements pour préserver le visage français de Montréal? Et qu'est-ce que vous proposez pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants, non seulement à la culture, mais à la langue commune? Est-ce que je comprends que je prends trop des grosses réponses? C'est tout ça? Non. Non, il faut me le dire. Là, je vais faire plus On vite. est correct. Quand je vous fais des signes comme ça, c'est OK, pas pour vous ça dire marche. qu'il reste ça pour stationner la voiture. Là. OK, ça veut c'est dire, bon, c'est c'est bon. assez. Bien, écoutez, la ville de Montréal, on le dit souvent, seule métropole francophone en Amérique du Nord, puis c'est vraiment important. Pour moi, Montréal doit respecter ce statut-là. D'ailleurs, nous avons décidé d'appuyer le projet de loi qui est mis en place, le C-96, par le gouvernement du Québec. Puis j'ai envie de vous dire que pour moi, je ne change pas de discours en fonction de à quelle communauté linguistique je parle. Je vais avoir le même discours devant vous que si je parle, par exemple, à des communautés anglophones ou allophones. C'est-à-dire qu'on doit mettre de l'avant des façons d'intégrer de façon positive et valoriser la langue française. Je crois vraiment que c'est notre lien social. Quand on parle une langue, c'est un accès à une culture complète. Ça facilite l'intégration parce qu'on comprend les codes. Ceci étant dit, il y a plein de langues qui sont parlées à Montréal. Il y a plein de communautés culturelles qui font la richesse de la ville. Alors, il faut continuer à pouvoir assurer des services dans les arrondissements, par exemple, mais je veux qu'on puisse se dire collectivement que le français, il est important, que c'est un atout. Et ça aussi, je n'ai pas peur de le dire. C'est un atout et on doit tout faire, pour le mettre en valeur. On a déposé le premier plan d'action de la langue française. Ça n'avait jamais été fait à la Ville de Montréal. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il faut prêcher par l'exemple. Et cette exemplarité de la Ville de Montréal comme employeur, plus grand employeur de la région métropolitaine, donc oui, on intègre, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui se joignent à la Ville de Montréal. Il faut envoyer ce message qui est fort, qui est clair, mais qui est rassembleur, parce que moi, je pense que la langue française, c'est ça qu'elle doit être, rassembleuse. Merci beaucoup. Monsieur Coderre. On va profiter de la présence du sous-ministre de l'Immigration du Québec, qui connaît bien Montréal, M. Dagenet, pour dire que lorsque nous serons en administration, on va négocier une entente de francisation parce qu'il y a juste une entente d'immigration présentement. Alors, en faisant ça, on va pouvoir travailler en conséquence. Je vous ai parlé tantôt du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal. Je pense que le fait qu'on a un statut de métropole qui nous permet de nous assumer pleinement va nous permettre de travailler en ce sens. C'est pas au détriment des autres communautés. Le drapeau de Montréal en fait foi. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire nous sommes une métropole culturelle. La charte de la ville est très claire. L'article numéro 1, c'est très, très clair. Puis on doit l'appliquer. Quand il y a des réalités au niveau de la sécurité et au niveau de la santé, on donne des services pour assurer d'aider les gens. Mais outre ça, il faut travailler sur une stratégie de francisation sans ostraciser certains droits acquis. Mais on est une métropole francophone, puis on va travailler en ce sens. Je pense aussi, puis parce qu'on est au Corim, on va parler d'international. On a un rôle à jouer primordial. Le maire de Montréal est vice-président de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones. On peut travailler aussi au niveau de l'Organisation internationale francophone. On avait Abdou Diouf à l'époque et puis les autres. Michaël Jean qui l'a été également et maintenant l'ancienne ministre des Relations internationales du Rwanda. Mais ce qui va être essentiel, c'est pas juste la francisation, respecter nos propres règlements. C'est aussi de s'assurer qu'on a une stratégie, comme on a fait au niveau culturel à l'UNESCO, d'avoir une stratégie du français en partage au niveau de la question numérique. Donc, tout ce qui passe par les médias sociaux, tout ce qui passe par Internet, c'est de s'assurer qu'on a une stratégie qui reflète justement ce français en partage. Donc, Montréal étant dans une mer anglophone en Amérique du Nord, a cet instinct de survie, a cette fierté de ce que nous sommes. On est capable de travailler en collaboration avec tous les autres. Je me rappellerai toujours d'un entretien, justement aux entretiens Jacques Cartier. On parlait de marketing. J'étais à Lyon. J'ai jamais entendu autant parler de mots anglais dans l'entretien de Jacques Cartier. Puis on parlait de numérique. Donc, si on peut travailler en ce sens, trouver une stratégie, travailler en collaboration aussi avec les universités puis l'enseignement supérieur. Donc, tant au niveau de la diffusion du français que du respect et de l'amour de la langue qu'on a en nous. Mais je pense qu'on peut jouer un rôle tant sur le plan international que sur le plan local. Puis le cachet de Montréal va ressortir grandi. Merci beaucoup. On enchaîne avec vous, M. Coderre. En matière d'investissement étranger, quelles sont les grappes, les familles que l'on n'a pas actuellement et que vous souhaiteriez attirer et comment allez-vous faire pour y parvenir? Il y a trois choses. Premièrement, c'est de consolider ce qu'on a parce qu'évidemment, avec le télétravail,
J'ai la future numéro 2 qui était avec les jeux vidéo. Et puis, des fois, il y a des gens qui pensent peut-être aller travailler du côté de la Californie et tout ça. Donc, Nadine me permet de me rappeler qu'il y a des choses qui sont déjà existantes qu'on doit conserver aussi. Mais j'ai parlé tantôt de cybersécurité. Il y a le quartier de la santé, donc la question de la santé. On est déjà très fort, comme j'ai dit, dans le multimédia. Mais ce qu'on a aussi besoin, c'est des outils et des moyens pour créer des milieux de vie pour les travailleurs qui vont venir ici et pour avoir une capacité de se rendre à Montréal. Donc, c'est pour ça que la stratégie des lignes aériennes est extrêmement importante. J'aime beaucoup Toronto, mais j'aime ça que ça passe direct par Montréal. Fait qu'en passant par Montréal, en devenant ce point de chute et cette porte d'entrée extraordinaire en Amérique du Nord, ça nous permet aussi d'avoir une stratégie en conséquence. Donc, mais je pense que l'avenir, puis je vous ai dit tantôt, il y a des organisations internationales qu'on doit protéger, mais on doit miser beaucoup. Puis je suis d'accord avec ce que Montréal International fait présentement en matière de cybersécurité. On est déjà dans l'intelligence artificielle, mais je pense que c'est là que ça va se passer pour les prochaines années. On peut promettre des choses pour les 20 prochaines années, mais je pense que immédiatement, tout en consolidant ce qu'on a, travailler sur la question de la cybersécurité peut devenir une priorité. Madame Plante, quelles sont les grappes, les familles que vous souhaiteriez attirer à Montréal? Bien, je pense qu'il faut miser sur ce qui est déjà très parlant et très efficace. On peut parler, bien sûr, de jalons. Je trouve qu'ils font un travail, tout ce qui touche la mobilité, dont la mobilité durable, c'est vraiment très important. La question qui touche l'électrification aussi, il faut continuer à miser là-dessus. La Ville de Montréal, on a des grands projets qui s'en viennent. On pense au REM, on pense à notre stratégie sur l'électrification de la Ville de Montréal qui vient justement soutenir cette grande volonté liée à la mobilité durable. L'intelligence artificielle, évidemment. On a eu, au cours de notre mandat, la chance d'avoir des sommes, la grande grappe, là, la super grappe avec le gouvernement fédéral concernant l'intelligence artificielle, et ça, c'est absolument remarquable. Tout ce qui touche les industries créatives, ça aussi, je tiens à le mentionner parce qu'on se démarque un peu partout à l'étranger. Donc, il y a énormément de toutes les grappes de la Ville de Montréal, bien, pas de la Ville, mais qui travaillent avec la Ville de Montréal et les différents partenaires sont extrêmement compétentes. Puis on voit que ça... c'est ce qui, quand je parlais d'écosystème tantôt, là, les grappes en font partie, mais j'aimerais également mentionner les startups, parce que quand on parle de comment on se démarque à l'étranger, bien, j'aimerais dire que tout le secteur des startups est extrêmement fort ici à Montréal. Après des villes comme Amsterdam ou Tel Aviv, on est, somme toute, en très, très bonne posture. Et ça, je pense que c'est intéressant, les startups, parce que ça touche également non seulement des secteurs d'avenir, c'est aussi souvent des jeunes avec plein d'idées qui commencent avec justement des idées, puis que la Ville de Montréal, ce qu'elle doit faire, c'est soutenir ce milieu-là en les connectant avec des institutions d'études postsecondaires, avec des investisseurs, avec les banques. Donc, moi, je vais quand même y retourner. C'est cette capacité que l'on a de se parler puis de trouver, de connecter les gens et les différents projets est absolument importante. Merci beaucoup. Ouais, on va m'arrêter là. On va arrêter là. Pas peu. Ouais. On enchaîne avec vous, d'ailleurs. On parle beaucoup de baseball à Montréal ces temps-ci, mais on ne parle jamais des Olympiques. Est-ce que vous seriez prête à appuyer une candidature Montréal-Toronto pour les Jeux olympiques? Mais c'est vrai que ça a été mis de l'avant à plusieurs reprises. Ce genre d'événement-là, de prime abord, c'est enthousiasmant. On aime l'idée de recevoir un grand événement comme celui-là. Après ça, encore une fois, je suis très pratico-pratique, comme pour l'arrivée du baseball. Moi, je suis très, très claire en passant pour le baseball. Là, c'est oui, on aime ça le baseball, puis on en veut, mais en même temps, on ne va pas investir l'argent des Montréalais là-dedans. Comment? Est-ce qu'on veut des Olympiques? Bien, si on veut les Olympiques, ça va être, moi, je veux avoir les détails du financement puis comment ça va fonctionner. Mais les Olympiques, oui. Donc, Après ma mort, oui. Oui, mais. Monsieur Coder? Oui, avec un côté pragmatique. OK. Non, pas du tout. On m'avait offert de faire les Olympiques d'hiver avec Montréal et puis Lake Placid. Regardez, on a déjà donné. Je pense qu'on devrait miser sur une stratégie d'événement international. Il y a des grands championnats du monde qu'on pourrait avoir. Ça, je pense que c'est important. Il faut assurer, évidemment, et ça, c'est essentiel, la stratégie. Comme à l'époque, quand j'étais ministre des Sports, on parlait d'une stratégie intégrée avec
l'élite jusqu'avec la question des infrastructures locales. Donc, d'avoir des stratégies d'infrastructures locales, puis on en a fait, puis il y en a eu aussi dans ce dernier mandat, mais c'est de trouver une façon pour qu'on fasse un lien entre les saines habitudes de vie, que les jeunes puissent avoir des modèles, mais qui aient cette capacité de vivre pleinement leur sport ou de le découvrir. Donc, mais d'embarquer, ça coûte de plus en plus cher au niveau des Olympiques. Je pense qu'on a déjà donné. On a déjà un stade. On va le réutiliser autrement. M. Labrec fait un bon travail. Ça prend 150 événements par année pour mettre ça à niveau. Pour les autres sports, on s'en parlera. La priorité, c'est de sortir de la pandémie puis de s'assurer qu'on puisse améliorer la qualité de vie des gens. Nous avons encore un peu de temps pour les questions du public. Je commencerai avec vous, M. Coderre. Une question qui nous vient de Martin Roy, du Rémy. Montréal est une ville reconnue à l'international pour ses festivals, événements d'envergure dans le domaine culturel. Mais on constate quelques changements au quartier des spectacles et au parc Jean-Drapeau qui ont nui au déploiement des événements. Qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement pour améliorer la situation? Bien, c'est pas compliqué. Je vous ai parlé d'infrastructure tantôt. Donc, il faut qu'on puisse s'asseoir ensemble et travailler, mais il faut commencer par avoir cette capacité, puis là, ça s'en vient, de recevoir les gens aussi, là. Donc, il y a des réalités de santé publique présentement. Je pense qu'il faut peut-être trouver une façon davantage qu'on puisse avoir accès au parc Jean-Drapeau. Là, il y a un plan directeur, évidemment. On s'est donné une infrastructure. Puis, dans le fond, la question que ça sous-tend quand on parle du parc Jean-Drapeau, c'est la question d'Oshéaga. Donc, il faut qu'on réalise qu'on n'est pas une bourgade, là. On est une métropole. Donc, si on est un point de chute international, il faut qu'on se donne, si on veut attirer les gens, il faut avoir ces capacités de réception, cette capacité de souhaiter la bienvenue aux gens, puis d'aller chercher des revenus qui vont nous permettre aussi d'être une vraie métropole culturelle. C'est pas juste de le dire, c'est de se donner. Puis l'événementiel est essentiel dans ce sens-là. Quartier des spectacles, c'est bien, c'est beau, c'est important, mais on doit aussi démocratiser la culture et de s'assurer que chaque quartier, chaque arrondissement devient un lieu de destination. Et l'ensemble de ces lieux de destination-là définit la métropole et qui rehausse le cachet, qui donne le goût aux gens de l'extérieur de venir à Montréal. Donc, comme dirait le grand philosophe, tout est dans tout. Mais il faut investir, puis il faut travailler de concert avec les partenaires. Madame Plante. Donc, à une question concrète, je vais vous donner une réponse concrète. Une des préoccupations, c'est vraiment comment entreposer, comment s'assurer que les festivals ont l'espace nécessaire pour mener leur activité, mais donc avoir des spectacles, mais entre autres de pouvoir faire de l'entreposage avant, pendant et après. Parce que, on l'a vu, le quartier des spectacles s'est développé, puis on en est fiers parce qu'il se démarque, mais nécessairement, c'est plus difficile au niveau des opérations et de toute la marchandise et les effectifs. Alors, nous, ce qu'on propose, tout d'abord, le plan, il y a le parc, on l'appelle le terrain 66, qui est juste au nord de la place des festivals, qu'on transforme en parc. Ça va être absolument magnifique avec des passerelles. Bon, bref, vous irez voir les maquettes, c'est beau. Mais c'est surtout qu'on a décidé de travailler avec le quartier des spectacles pour en faire aussi un lieu d'entreposage, donc de combiner des usages. Et ça, je pense que c'est Montréal qui se réinvente, parce que voilà un des défis d'une grande ville comme Montréal, quand on est une métropole, c'est de pouvoir répondre aux différents besoins. On est en train de travailler également avec le Jésus pour faire des coulisses, une demande de longue date. Et concernant le parc Jean-Drapeau, très, très fier de ce plan directeur qui non seulement dit la fonction des festivités, de la Formule 1, oui, on aime ça, de l'événementiel, mais on veut également, et c'est la population qui le dit, parce qu'on est allé à l'OCPM pour ce plan directeur, on veut également un parc. Parce que, rappelons-le, les gens viennent pour des festivals, évidemment, mais s'ils peuvent venir passer la journée complète au parc Jean-Drapeau, en famille, venir faire, je sais pas, du canot, aller à la plage, faire du vélo, puis en soirée, s'en vont à Sonic ou à Oshéaga, bien, on est gagnant parce que ça fait vivre les restaurants, les différents kiosques qui vont être là. Alors moi, c'est vraiment cette vision-là que j'ai pour les festivals et l'ensemble des fonctions festives, en tout cas événementielles de la Ville de Montréal. Merci beaucoup. Nous avons une question de Julie Thibault de Power Corporation. Quelles seraient, selon vous, les 3 initiatives les plus porteuses pour mettre Montréal de l'avant sur la scène internationale? Définitivement, le premier, c'est le Palais des Congrès. Ça, je pense qu'il faut en profiter. On est en relance économique. On l'a vu verte et inclusive, mais il faut, quand je parle d'événementiel, là,
Montréal, en ce moment, on est la ville au pays qui reçoit le plus de congrès. C'est réservé pour les 3 prochaines années, fait que ça va bien. Il y a une demande pour agrandir le Palais des Congrès. Nous, on y croit. D'ailleurs, on avait, avant la pandémie, déjà mis notre argent sur la table, si je peux dire. Le deuxième élément, c'est tout ce qui touche le transport collectif, le REM de l'Est, la ligne bleue. Parce qu'une ville qu'on bouge, c'est bon pour tout le monde. Les travailleurs, les touristes, les étudiants, les investisseurs. Dernier élément, transition écologique. Et là-dessus, je vais vous dire, Montréal est en train de devenir une ville verte. Pas juste parce qu'on plante quelques arbres, là. Non, non. On a fait le Grand Parc de l'Ouest. On va pouvoir y aller en REM avec le REM 1.0. Le Parc Jean-Drapeau, le Grand Parc de l'Est qu'on va faire. Pour moi, ça, c'est majeur parce que non seulement il y a de plus en plus de touristes qui viennent pour ça, mais ça améliore la qualité de vie. Puis c'est comme ça qu'on se démarque. Donc, Palais des Congrès, transport collectif, transition écologique. Monsieur Coderre. Bien, si on veut recevoir la visite, il faut commencer par faire le ménage. Alors, c'est aussi drôle de se dire que quand tu arrives à Montréal, assurez-vous donc que ça soit propre. Donc, ça, on a besoin de mesures d'attractivité, des choses qui sont extrêmement concrètes. J'aime beaucoup Beyrouth, mais je ne veux pas toujours y ressembler dans certaines de ces des conséquences de la guerre civile. Là. Il y a des trous, des choses qu'on doit régler. Oui, on doit avoir des infrastructures qui fonctionnent. On avait déjà travaillé sur le Palais des Congrès, le recouvrement de Ville-Marie, donc il y a un travail de se faire dans ce sens-là. Il faut assurer la vocation du Parc olympique. Il faut se donner une stratégie réelle du centre-ville. Mais moi, j'ai le goût de dire qu'on devrait rapatrier tout ce qui se passe dans le Vieux-Port de Montréal pour que ça soit sous la juridiction de Montréal. Donc, quand on travaille sur les infrastructures, la façon dont on reçoit les gens, ça nous donne plus de chances en matière d'attractivité. Deuxièmement, l'autre priorité, c'est qu'il faut en faire des relations internationales. Il faut que la ville se comporte pas comme un village, mais comme une métropole. Assumer son sens de métropole, c'est d'être le catalyseur, c'est d'être le trait d'union, c'est d'être fédérateur pour que l'ensemble des partenaires qui se retrouvent notamment alentour de la table puissent avoir un porte-parole ou une administration qui va les comprendre puis qui sait ce que ça veut dire le développement. Et pour ce faire, on l'a fait avec les lignes aériennes. Allons ça au fonctionne. troisième point, M. Coderre. Le troisième point, c'est de garder ce qu'on a. Je vous ai parlé tantôt des organisations internationales. Il y a un rôle direct dans le développement économique où on ne peut pas dépendre que de soi, mais on doit avoir aussi, par exemple, un agenda de résilience. Montréal fait partie des 100 villes résilientes avec la Fondation Rockefeller et les pandémies, les catastrophes naturelles et tout ça demandent qu'on puisse être prêt. Ça va de la sécurité alimentaire, de la façon de répondre à, et ce réseau-là fait en sorte que quand les gens veulent faire affaire avec une ville, ils vont aller avec ceux et celles qui connaissent, puis avec lesquels ils se connaissent le mieux. Merci beaucoup. Merci. C'est tout le temps qu'on avait. Ça a passé à une vitesse folle. On pourrait faire encore des minutes, c'est sûr. Alors, Valérie Plante, Denis Coderre. Merci beaucoup de vous être prêtés à l'exercice. Merci. Et on invite